Nos invités aujourd'hui sont Mélanie Julien, coordonnatrice de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaire. Et elle est accompagnée de Mme Linda Gosselin, qui également va participer aux échanges par après. Alors, la formule, c'est à peu près ceci. Mélanie va présenter pour à peu près 45 minutes le rapport qui a été publié au mois de juin. Je suis membre de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaire depuis à peu près octobre 2014. Je viens d'être renouvelé jusqu'en 2017, donc j'ai participé à la préparation de ce rapport, mais je peux vous dire que c'est ces deux madames-là qui ont vraiment, on relit et on fournit des commentaires. Donc, la formule, c'est à peu près 45 minutes, le rapport. C'est écrit de façon très générique, qui s'applique à tout le monde. Et ensuite, moi, j'ai une courte présentation sur l'ETS. Ce n'est pas très, très formel, vous allez voir. Je ne vais pas faire des grandes annonces. Et après, on va animer une discussion. C'est ça, la formule. Donc, étant donné qu'il y a une période de discussion à la fin, peut-être l'idéal, ce serait de retenir vos questions pour la fin. Et nous trois, on pourra répondre à vos questions avec plaisir. Ces deux dames nous ont gentiment venus de Québec ce matin. Donc, nous les remercions d'avoir fait ce trajet pour nous. Mélanie. Merci, M. Bourque. Merci de cette belle invitation. Merci aussi à M. Francaire, qui, je crois, a travaillé à l'organisation de cette activité. Et merci à vous qui êtes présents aujourd'hui pour venir entendre parler de formation à distance, venir entendre parler des travaux du Conseil supérieur de l'éducation. Ça me fait grandement plaisir d'être ici aujourd'hui. D'emblée, je dois dire que, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas M. Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l'éducation. Le mandat de M. Claude Lessard à la présidence du Conseil est échu depuis quelques semaines. Alors, nous sommes en attente d'une nomination pour reprendre la succession de cette fonction-là. Alors, c'est dans ces circonstances-là qu'on m'a désigné pour être parmi vous aujourd'hui. Et je dois dire que ça fait mon bonheur parce que ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler de nos travaux. Alors, avant de commencer pour présenter l'avis sur la formation à distance, je me permets de vous dire quelques mots sur l'organisation du Conseil. Peut-être certains d'entre vous connaissent moins cet organisme-là. Le Conseil supérieur de l'éducation a été créé en 1964, en même temps que le ministère de l'Éducation. Mais la loi qui a créé le Conseil supérieur de l'éducation est une loi distincte de celle du ministère. Alors, on confirme, le législateur a voulu, par le fait même, confirmer la pleine indépendance et la pleine autonomie du Conseil supérieur de l'éducation. La mission du Conseil, elle est large, c'est celle de conseiller l'État sur toute question relative à l'éducation de la petite enfance à l'âge adulte. Alors, c'est une mission très large qui se veut systémique et dans une perspective qui s'inscrit dans une perspective prospective. Alors, on n'est pas là pour régler des problèmes à court terme, mais pour réfléchir aux grandes orientations du système et de quelle façon notre système d'éducation doit se développer au Québec. Cette mission-là du Conseil s'exerce principalement par la production d'avis, des avis qui sont adressés au ministre de l'Éducation, mais qui sont destinés à l'ensemble des personnes concernées par l'éducation au Québec. En l'occurrence, dans notre cas, les universités, bien entendu. La préparation des avis du Conseil, elle est confiée à des commissions. Le Conseil dispose d'une commission par ordre au secteur d'enseignement, dont l'une, la Commission d'enseignement et de la recherche universitaire, dont M. Bourque vous a parlé, sur laquelle il siège. Alors, on va parler de la Commission d'enseignement et de la recherche universitaire. Donc, sur cette commission-là, siègent une douzaine de personnes qui sont issues de différents milieux, qui représentent différentes fonctions dans le système d'enseignement supérieur au Québec et qui siègent sur une table à titre bénévole pour venir orienter les travaux sur une thématique donnée. Et ce travail-là est soutenu par les gens de la permanence du Conseil. On est en fait une vingtaine de personnes issues de la fonction publique québécoise, dont ma collègue Linda et moi faisons partie. Et les avis qui sont préparés en commission sont ensuite soumis à la table du Conseil pour adoption. La table du Conseil, elle est constituée de 23 personnes nommées par le gouvernement et qui représentent l'ensemble des ordres et secteurs d'enseignement. Alors, voilà. Et peut-être, je vais parler
de la nature des avis du Conseil. On dit la façon dont le Conseil exerce sa mission, c'est par la production d'avis. Eh bien, ces avis-là sont de nature très particulière. Les avis du Conseil ne sont ni des rapports de recherche, ni des mémoires, ni des plaidoyers. Il y a vraiment une nature particulière aux avis du Conseil. Les avis consistent ont pour objectif d'examiner une thématique donnée. Alors, on prend une thématique, on l'examine de manière à dresser un état de situation, à proposer une lecture des enjeux et à formuler des recommandations qui s'adressent au ministre de l'Éducation et aussi, dans le cas qui nous concerne, aux administrateurs d'université du Québec. Tout ça, c'est bien entendu au Québec. Il y a 3 piliers à nos avis au Conseil. On représente ces piliers-là par l'image du triangle. D'un côté, on s'appuie bien sûr sur les savoirs savants, c'est-à-dire les recherches, les données empiriques, vraiment les écrits, ce que généralement les avis du Conseil sont une synthèse des recherches qui ont été produites sur une question donnée. De l'autre côté, on a les savoirs d'expérience issus, bien entendu, des gens qui siègent sur nos commissions, dont M. Bourque fait partie. Alors, les gens à la commission et à la table du Conseil vont nous partager leur expérience pour venir nuancer certains constats, et venir nous dire leur vision des choses dans leur milieu respectif. Alors, non seulement à la commission, mais aussi à la table du Conseil. Et ces savoirs savants et ces savoirs d'expérience-là sont soumis à la délibération démocratique au sein des instances. Alors, il y a des constats qui se dégagent de la recherche, il y a des constats qui se dégagent des savoirs d'expérience. Et sur la base de ça, les instances sont appelées à prendre position, à proposer des orientations puis à formuler des recommandations. Alors, c'est vraiment une nature, un type de document de nature particulière. L'avis sur la formation à distance dont il est question aujourd'hui, son objectif, ce n'était pas d'examiner la dimension pédagogique ou technologique de la formation à distance. En fait, en cohérence avec la mission du Conseil, notre objectif était d'examiner le potentiel et les risques de l'essor de la formation à distance dans les universités du Québec pour ultimement proposer des orientations pour le futur. Alors aujourd'hui, je me propose d'abord de vous fournir quelques repères sur la formation à distance, des éléments de définition, des éléments de contexte et aussi de relever certains mythes que la vie cherche à déconstruire. Dans un deuxième temps, je vais m'attarder à l'état du Québec, c'est-à-dire où en sommes-nous rendus en formation à distance dans les universités québécoises. Et je terminerai par les orientations et les recommandations formulées par le Conseil. Alors, la notion de formation à distance. On a beaucoup travaillé en commission, au Conseil, à tenter de bien définir cette notion-là parce qu'à maints égards, la notion de formation à distance peut paraître désuète. Sinon largement restrictive compte tenu de ce que sont devenus aujourd'hui les modalités de formation à distance. En particulier, les avancées technologiques ont permis d'intégrer beaucoup d'activités synchrones en temps réel, de sorte qu'il y a beaucoup de possibilités de présence à distance. Et en vertu de ces possibilités de présence à distance-là, ça estompe largement l'opposition traditionnelle que l'on fait entre la formation à distance et la formation en présentiel. Puis en même temps, le fait d'introduire davantage de technologies dans la formation en présentiel fait en sorte que, à certains égards, on repense l'usage du temps en formation en présentiel. Et là, on va parler de cours hybrides dans la mesure où on intègre en certaines proportions des activités de formation à distance dans la formation en présentiel. De sorte qu'il y a un phénomène de contamination positive entre la formation en présentiel et la formation à distance. Cette notion-là, je l'emprunte à Louise Bertrand qui a travaillé sur la formation à distance. Alors, il y a vraiment un phénomène de contamination positive dans la mesure où la formation à distance intègre des activités en temps réel. Il y a de la présence à distance. Et en même temps, la formation en présentiel intègre des activités de formation asynchrone en temps différé et à distance.
En dépit de ça, au Conseil, on a fait le choix de maintenir la notion de formation à distance parce que c'est une notion qui est tout de même courante, mais on s'est doté d'une définition qui nous semblait porteuse. Alors, on définit la formation à distance comme toute activité qui implique à un certain degré une dissociation de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'espace ou le temps. Bien entendu, la formation à distance peut recourir à différentes générations de technologies et ce qu'on remarque, c'est que les générations de technologies tendent à se superposer, à se combiner plutôt qu'à se remplacer les unes aux autres. On faisait la blague avec Liliana. On a participé, ma collègue Linda et moi, à un séminaire à la télé-université. Et finalement, aucune des générations de technologies fonctionnait. Alors, on a terminé en se disant, on va se rabattre sur le téléphone à pieuvre. Alors, le bon téléphone à pieuvre a pu nous dépanner dans ce cas-ci. Et bien entendu, la formation à distance ne se limite pas à une approche pédagogique particulière. Il y a une panoplie on peut puiser dans des approches pédagogiques variées. On n'est pas seulement limité à de la transmission de contenu à distance. Il y a aussi des possibilités maintenant d'introduire des échanges, du travail collaboratif en formation à distance. Alors, cette façon-là de voir la formation à distance, c'est une vision très ample de des modalités de formation que ça peut recouvrir. La formation à distance est en essor à peu près partout dans le monde sous l'effet d'influences communes. Il y a différentes forces qui sont en présence et aujourd'hui, je voulais spécialement en relever 3. Bien entendu, les avancées technologiques, on en parle déjà depuis le début. Alors, les technologies sont de plus en plus présentes dans tous les secteurs de nos vies, y compris en éducation. Donc, ça multiplie les possibilités en matière de formation à distance. Ensuite, la croissance des besoins de formation supérieure. Bien entendu, aujourd'hui, les exigences de scolarisation sont rehaussées. On valorise de plus en plus la formation tout au long de la vie. Et dans plusieurs milieux, cette croissance-là se bute aux limites d'accueil des campus. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a un intérêt particulier pour les modalités de formation à distance. Et enfin, la dernière, mais non pas la moindre, la diversification des profils et des parcours des apprenants. Je me permets de faire une parenthèse sur un avis qu'on a publié au Conseil en 2013 sur les nouvelles façons de réaliser des études universitaires. Dans cet avis-là, on s'est attardé sur le fait que de plus en plus d'étudiants aujourd'hui concilient études-travail, concilient études-famille, interrompent leurs études, retournent aux études à un âge un peu plus avancé, font des études à temps partiel. Alors, on a relevé le fait que le rapport aux études aujourd'hui était de moins en moins traditionnel et le fait justement qu'il y a différentes façons d'envisager les études, de s'engager de différentes façons dans un projet de formation, ça génère des besoins nouveaux et la formation à distance permet justement d'acquérir une plus grande souplesse dans l'organisation des études. Alors, ce sont différentes forces, il y en a d'autres, mais ces 3-là me paraissaient vraiment centrales à mettre en relief. Les mythes sur la formation à distance. À la lumière de l'ensemble des écrits qu'on a recensés sur la question, l'avis permet de déconstruire un certain nombre de mythes. Et d'ailleurs, vous les retrouverez en conclusion. On a vraiment voulu mettre l'accent sur ces mythes-là, les mettre en relief en conclusion de l'avis. Et je me permets de vous en nommer quelques-uns en rafale. D'abord, la formation à distance a comme seule visée l'accessibilité géographique. Bien sûr que la formation à distance contribue à l'accessibilité des études au plan géographique, mais déjà d'emblée, je le disais, ce n'est pas juste la dimension pédagogique qui entre en ligne de compte, mais toute la souplesse qu'on peut acquérir au plan de l'organisation de l'horaire. Et d'ailleurs, on se rend compte dans les données qu'il y a bon nombre d'étudiants qui sont inscrits en formation à distance qui résident par ailleurs non loin des campus universitaires. Alors, la dimension géographique joue, mais c'est vraiment loin d'être la seule. La formation à distance s'adresse essentiellement à des étudiants plus âgés en formation continue. C'est encore là un mythe,
puisqu'il y a des étudiants de tous âges qui peuvent tirer profit d'activités de formation à distance et qu'ils s'inscrivent dans une formation initiale ou une formation continue. Il y a vraiment des besoins multiples auxquels peuvent répondre des activités de formation à distance. La formation à distance n'est envisageable que dans certaines disciplines, en administration ou en éducation. Aller en sciences humaines un peu, pas ailleurs. Mais c'est faux, naturellement. Et d'ailleurs, on se rend compte, même dans les données du ministère, qu'il y a une diversification des disciplines qui sont concernées par des activités de formation à distance. Et ce que les recherches révèlent et la consultation qu'on a menée dans les universités nous a révélé, c'est que moins que la discipline et encore moins le domaine d'études, c'est le contenu et les objectifs d'un cours qui fait qu'il se prête ou non à des activités de formation à distance. Bien sûr qu'on entrevoit difficilement un dentiste, une formation en dentisterie basée uniquement sur la formation à distance, mais il y a certains cours en médecine dentaire qui peuvent très bien se donner à distance. Alors, c'est vraiment les objectifs, les objectifs d'apprentissage, le contenu d'un cours qui fait qu'on peut s'ouvrir à différentes modalités de formation à distance. La formation à distance coûte automatiquement moins cher que la formation en présentiel. J'ai envie de rire quand je vois ce mythe-là parce que cette notion-là des coûts de formation a donné lieu à de vifs échanges à la fois à la commission et à la table du conseil. Et il faut dire que les recherches sur la question des coûts de formation arrivent à des résultats, ma foi, très mitigés. Ce qu'on retient, nous, au conseil, sur cette question-là des coûts de formation, c'est que, oui, traditionnellement, le fait que la formation à distance pouvait permettre des économies d'échelle, ça a permis, entre autres, ça a été à l'origine de la création des Open University de ce monde. Mais aujourd'hui, avec ce qui est devenu la formation à distance, il faut prendre en considération qu'il y a des investissements majeurs à considérer quand on veut offrir de la formation à distance. Alors, c'est faux de croire que c'est automatiquement moins coûteux. Il y a des gains possibles, mais il faut prendre en considération aussi les investissements non négligeables à mettre en place une formation à distance de qualité. Et justement, parlant de qualité, la formation à distance est de moindre qualité que la formation en présentiel. Naturellement, c'est faux. Il y a de la bonne formation à distance et il y a de la mauvaise formation en présentiel. Alors, le mode de formation n'est pas à lui seul un gage de qualité. Et ce que les recherches tendent à démontrer, c'est que c'est plutôt l'adaptation du mode de formation aux objectifs d'apprentissage et au contenu du cours qui fait que la qualité est possible. Et finalement, la formation à distance, c'est facile. Hein, n'importe qui peut donner ça. Au contraire, il y a des méthodes pédagogiques particulières, ça prend du matériel particulier, ça prend souvent le support de personnes ressources expertes qui ont des connaissances particulières. En particulier, lorsque la formation se donne de façon asynchrone, il y a toute là une systématisation du matériel de contenu, entre autres. Et lorsqu'on parle aussi de la formation à distance de façon synchrone, ça nous prend un support technique. Alors, il y a beaucoup de considérations qu'il faut avoir à l'esprit quand on se lance en formation à distance. Maintenant, où en sommes-nous dans les universités québécoises en matière de formation à distance? Alors, les sources de données quantitatives dont on dispose ne nous permettent pas d'avoir un portrait qui soit complet. Les données du ministère, les données que le ministère de l'Éducation recueille au sein des universités québécoises ne prennent en compte que les activités de formation à distance asynchrones. C'est-à-dire que dès qu'il y a une activité de formation à distance qui inclut des activités en temps réel, le ministère ne les distingue pas. Mais même avec ces données-là du ministère qui sont incomplètes, on se rend compte qu'il y a une croissance. Entre 2001 et 2012, la proportion d'inscription des activités de formation à distance asynchrone est passée de 6 à 12 %. Alors, c'est carrément le double. Alors, même si l'indicateur est très limité, on voit qu'il y a une évolution. Pour mettre en perspective, pour aller chercher d'autres indices, on a également repéré des données institutionnelles
et toutes les données qu'on a recueillies témoignaient d'une croissance de la formation à distance. Et pour n'en nommer qu'une seule, à l'Université Laval, 39 des étudiants inscrits à l'Université Laval suivaient au moins un cours à distance, toutes modalités confondues. Alors, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, avant l'ouverture de l'activité, en termes de volume, de nombre, maintenant, l'Université Laval est celle dont le nombre d'étudiants inscrits à un cours à distance est supérieur même à la téléuniversité. En termes de nombre. La téléuniversité, bien sûr, c'est la totalité des étudiants de la télé qui sont en formation à distance, mais l'Université Laval, en termes de nombre, rejoint un nombre d'étudiants à distance beaucoup plus élevé. Et ces données-là ne prennent pas en compte les cours hybrides, parce qu'encore là, il y a les cours hybrides qui sont en croissance. Et si vous êtes intéressé par cette question-là, j'attire entre autres votre attention sur les travaux qui ont été menés à HEC Montréal. HEC Montréal a converti ces dernières années une quarantaine de cours en mode hybride et a cherché à documenter ces cours hybrides-là auprès des chargés de cours, des professeurs, et ça a donné lieu à des rapports intéressants. Mais par-delà les données quantitatives, il y a différents indices qui nous témoignent de l'intérêt croissant pour la formation à distance dans les universités québécoises. D'ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est que quel que soit l'engagement d'un établissement en formation à distance, il y a plusieurs universités québécoises qui inscrivent désormais ce mode de formation-là dans leur perspective de développement, dans leur plan de développement, leur planification stratégique. Même des universités qui en font très peu souhaitent en faire davantage. Le quart des universités québécoises dispose d'une unité qui est dédiée en tout ou en partie à la formation à distance. D'ailleurs, là-dessus, tout le monde connaît eConcordia, qui est l'unité dédiée à la formation à distance à l'Université Concordia. Très récemment, eConcordia a décidé d'offrir ses services en dehors des murs de l'Université Concordia sous la bannière Knowledge One. Alors, ça témoigne aussi là d'une volonté d'ouvrir, en fait, qu'il y a un intérêt vraiment particulier pour la formation à distance. Il y a aussi au moins 2 universités qui se sont dotées récemment d'une politique en matière de formation à distance. Très récemment, l'Université Laval en 2012, puis l'UQTR en 2013. L'Université Laval, après un long processus de consultation auprès de la communauté universitaire qui a duré des années, a abouti à une politique qui permet de fournir certaines balises en matière d'offres de formation à distance. On remarque aussi que dans plusieurs milieux, il y a des réflexions qui sont en cours pour réfléchir justement à l'impact de la formation à distance, entre autres sur la tâche d'enseignement. Je pense notamment à l'Université de Sherbrooke qui a mis en place un comité paritaire entre des représentants de l'établissement et des représentants du syndicat des professeurs qui ont réfléchi sur les conditions de travail en formation à distance, sur les enjeux au regard de la propriété intellectuelle, qui a débouché sur un volumineux rapport qui s'ouvre sur des recommandations à l'administration universitaire. Alors, il y a des réflexions récentes dans les milieux on cherche à soulever les enjeux puis à fournir des réponses à ces enjeux-là. Il y a aussi 2 lieux d'échange qui existent, qui sont dédiés à la formation à distance, mais dans l'ensemble des ordres d'enseignement, un à l'échelle québécoise, le CLIFAD, puis un qui concerne le réseau francophone au Canada, le REFAD. Parfois, la formation à distance va s'appuyer sur des collaborations inter-établissements. Dans le cas des universités, dans le cadre de programmes offerts conjointement par 2 universités, par exemple, il peut advenir que la formation à distance soit utilisée pour offrir ces programmes de façon conjointe. Il y a également des cas de figure, on pense notamment à des universités qui sont situées en région éloignée, à l'UQAR par exemple, l'UQAT, qui tissent des alliances avec des établissements d'un autre ordre d'enseignement, mais du même territoire, pour partager un certain nombre de ressources, d'expertise, d'infrastructures pour offrir la formation à distance. Et ces ententes-là, inter-établissements, entre une université, par exemple, et un collège, semblent très porteurs dans ces milieux-là.
J'ai indiqué d'emblée dans ma présentation que ces collaborations-là demeuraient tout de même modestes par rapport à certaines initiatives qu'on observe en Colombie-Britannique et en Ontario. Dans la vie, on parle des cas de figure dans d'autres régions du monde. Je ne veux pas me lancer là-dedans, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on a créé la Téléuniversité au Québec en 1972, on lui avait confié la mission de coordonner le déploiement de la formation à distance dans le réseau de l'Université du Québec. Mais au fil du temps, chacune des universités a déployé sa propre offre de formation à distance, de sorte que la TÉLUQ ne réalise pas la mission qu'on lui avait confiée au début. Alors, il y a des collaborations qui sont possibles, qui se font, dans les faits, il y en a, mais ça demeure relativement modeste si on compare avec des cas de figure comme la Colombie-Britannique et l'Ontario. Je ne pouvais pas passer sous silence les MOOC. C'est les fameux MOOC. Dans la vie, bien sûr qu'on s'attarde davantage à la formation à distance dans les programmes d'études réguliers, mais le phénomène est tellement médiatisé qu'on ne pouvait pas esquiver cette question-là. Alors, un premier MOOC a été offert en 2012 à HEC. Et à l'hiver 2015, quand on a complété nos travaux menant à la publication de l'avis, la moitié des universités québécoises avaient créé quelques MOOC ou étaient en train de le faire. On recensait en fait une trentaine de MOOC ou de projets de MOOC à l'hiver 2015. Le plus souvent, les MOOC québécois sont des versions réaménagées de cours existants. Et bien que la notion de MOOC fait l'objet d'usages très variés sur la scène internationale, on pourra en reparler plus longuement, au Québec, il semble y avoir quand même une certaine cohérence dans ce à quoi correspondent les MOOC des universités québécoises. D'abord, ce sont des cours, ce sont des cours, d'abord et avant tout. Ce ne sont pas du matériel diffusé sur le web. C'est vraiment un cours avec des objectifs d'apprentissage qui sont structurés, qui sont offerts gratuitement, sans condition d'admission, et ils ne mènent pas à des crédits universitaires. Dans 2 cas, cependant, on indique que si une personne qui complète un MOOC souhaitait s'inscrire à un programme d'études régulier, il pourrait, sous certaines conditions, y avoir une certaine reconnaissance des acquis, comme toute autre activité de formation plus ou moins formelle. Mais dans les faits, les MOOC québécois ne mènent pas à des crédits universitaires, alors que dans certaines régions du monde, il y a une certaine volonté qui s'exprime en ce sens-là. Et les MOOC québécois rejoignent un nombre de personnes qui dépasse largement le nombre pouvant être accueillis dans un amphithéâtre régulier. Là, on parle de milliers d'inscriptions. Et comme sur la scène internationale, les personnes qui s'inscrivent au MOOC des universités québécoises n'appartiennent généralement pas aux populations étudiantes régulières des universités. Bruno Paul-Hubert de l'Université de Montréal a fait une analyse des inscriptions à un MOOC offert à HEC Montréal et il relevait que c'est moins d'1% des inscrits à un MOOC qui étaient inscrits par ailleurs à un programme d'études régulier. Alors, le MOOC québécois tend à rejoindre des populations autres que les populations étudiantes régulières. Et pourquoi les universités font ça? Pourquoi les universités québécoises se lancent dans les MOOC? Bien entendu, le rayonnement, c'est la motivation première, mais il y a d'autres motivations que celle-là. D'abord, les universités, dans les milieux, en fait, où est-ce qu'on est très peu familier avec la formation à distance, le MOOC devient une expérience, une occasion d'acquérir une certaine expertise en matière de formation à distance, de changer peut-être aussi les perceptions à l'égard de la formation à distance, puis d'enrichir les cours réguliers. Et dans un milieu qui a déjà une expertise en matière de formation à distance, vraisemblablement que le MOOC devient une vitrine du savoir-faire de l'établissement. Dans le cadre de nos travaux, on s'est aussi penché sur qu'est-ce que les professeurs, les administrateurs universitaires, les chargés de cours, les étudiants, qu'est-ce que les gens
de la scène universitaire québécoise pensent de la formation à distance? Quelles sont leurs préoccupations à ce sujet-là? Et il se dégage, en fait, on s'est basé là-dessus pour dégager ces positions-là. On s'est basé d'abord sur les mémoires déposées au sommet sur l'enseignement supérieur, aux mémoires qui ont été déposées aux chantiers qui ont suivi le sommet de 2013. On s'est basé sur des sondages, sur des articles parus dans des journaux institutionnels ou nationaux. Et on a également mené une consultation dans un grand nombre d'universités du Québec. Alors, ce qui en ressort, c'est un certain nombre de convergences, mais aussi des préoccupations plus particulières à certaines catégories d'individus. D'abord, la formation à distance, c'est un moyen qui est unanimement reconnu pour favoriser l'accessibilité des études universitaires. Alors, quel que soit le groupe auquel il est question, les gens reconnaissent vraiment l'apport de la formation à distance. On nous dit que c'est un mode de formation qui est incontournable, mais en même temps, ce n'est pas une panacée. La formation à distance, ça ne convient pas à tous les cours, ça ne convient pas non plus à tous les étudiants. Alors, il y a quand même une certaine réserve. Parmi les membres du corps enseignant puis les étudiants, il y en a certains qui doutent des motivations à l'origine du recours à la formation à distance au sein des universités québécoises. En fait, ce qui est déploré par certains individus, c'est le fait que les intérêts financiers soient mis à l'avant-plan et que parfois, on manquerait, de leur point de vue, un peu de réflexion avant de se lancer en formation à distance. Plusieurs groupes, en particulier les administrateurs universitaires, vont signaler l'importance des coûts qui sont nécessaires à la conception, à l'offre, à la mise à jour des cours à distance. D'ailleurs, dans le chantier qui a suivi le sommet sur l'enseignement supérieur, le chantier qui a porté sur le financement des universités, il y a plusieurs administrateurs universitaires qui ont réclamé au gouvernement de mieux prendre en compte les particularités de la formation à distance dans les règles de financement des universités. Tous conviennent généralement que la formation à distance génère des défis pédagogiques, mais en même temps, on est conscient que ces défis-là ne sont pas insurmontables grâce à du support offert au corps enseignant, au support offert aux étudiants. C'est possible. D'ailleurs, certaines personnes mettent en doute la qualité de la formation à distance, mais en même temps, ce que les études nous révèlent, c'est qu'au fur et à mesure qu'un professeur, qu'un étudiant est exposé à la formation à distance, généralement, sa perception devient plus positive avec le temps. Alors, c'est à force d'en faire que la perception devient positive. Avec tous les changements qu'apporte la formation à distance dans la tâche d'enseignement, il y a certaines catégories d'acteurs, en fait, il y a des personnes qui dénoncent le fait que certaines catégories d'acteurs soient injustement reconnues pour leur contribution. On pense aux chargés de cours, aux technopédagogues, on pense aux personnes qui assurent l'encadrement des cours à distance. Il y a des situations litigieuses qui sont mises en lumière. Et on signale également qu'il y a certaines zones d'ombre qui persistent au regard de la propriété intellectuelle. Ça, c'est un gros dossier, la question des enjeux relatifs à la propriété intellectuelle pour le matériel de cours à distance. Et il y a des groupes qui réclament l'adoption de balises institutionnelles pour actualiser les règles relatives justement à la reconnaissance et à la propriété intellectuelle et pour mieux guider le déploiement de la formation à distance au sein des universités. Et pour d'autres personnes, c'est à l'échelle nationale qu'on souhaiterait avoir des orientations qui puissent justement mieux orienter le déploiement de la formation à distance. Alors, à la lumière de l'ensemble de ces constats, à la lumière des points de vue qu'on a recueillis sur la formation à distance, le Conseil a pris position. Et sa position sur la formation à distance, elle est favorable. C'est-à-dire le Conseil se dit favorable à la formation à distance dans les universités québécoises, puisque la formation à distance est un moyen de soutenir la mission des universités québécoises.
Cette position-là, elle est toutefois conditionnelle. Le Conseil a souhaité mettre en lumière, en relief, une condition à cette position-là, c'est que la formation à distance permet de concilier accessibilité, qualité et viabilité. Accessibilité d'abord parce que la formation à distance, ce n'est pas une fin. On ne fait pas de la formation à distance pour faire de la formation à distance. La formation à distance, c'est un moyen. C'est un moyen pour rendre les études universitaires davantage accessibles à la population québécoise. On en parlait tout à l'heure, oui, au plan géographique, mais aussi au plan de l'organisation de l'horaire. Qualité ensuite, parce que la création et l'offre d'un cours à distance, ça comporte des exigences. Il faut être soucieux de la pédagogie, il faut être soucieux du soutien offert aux étudiants. Et la conjugaison, entre autres, de l'accessibilité et de la qualité, on ne veut pas juste rendre des études accessibles, on veut que la formation à distance puisse soutenir l'accessibilité des études de qualité. Alors, c'est très clair pour le Conseil. Et enfin, viabilité, parce que, oui, on le disait tout à l'heure, la formation à distance, ça implique des coûts, mais en même temps, elle peut contribuer à la viabilité du système universitaire québécois si on mise sur des collaborations, si on mise sur le partage des ressources. Alors, la convergence entre l'accessibilité, la qualité et la viabilité, c'est l'idée force de l'avis du Conseil, et c'est sur cette idée force-là que découlent différentes recommandations. Il y a comme 3 grands blocs de recommandations formulées par le Conseil dans l'avis. La première concerne la clarté de l'information sur les modes de formation. Le Conseil recommande aux universités de veiller à diffuser une information claire sur les modes de formation, au bénéfice notamment des étudiants. Ça peut vouloir dire préciser la proportion d'activités de formation qui est donnée à distance, de façon asynchrone, synchrone. Il y a des particularités. Alors, les étudiants doivent être mis au courant. Aussi, on doit préciser l'équipement technologique qui est requis à l'étudiant. De quoi va-t-il avoir besoin pour suivre son cours à distance? Et cette recommandation-là touche également la question des MOOC. Il y a beaucoup de confusion dans les usages avec la notion de MOOC et le Conseil est soucieux à ce que les universités précisent ce qu'elles entendent par MOOC, qu'elles mettent bien clairement en évidence le fait qu'il ne soit pas associé à des crédits universitaires pour éviter toute confusion possible. Le deuxième bloc de recommandations concerne la prise en compte des particularités de la formation à distance. Ce que ça veut dire, cette recommandation-là, c'est d'abord de mettre à jour les règles relatives aux conditions de travail des différents corps d'emploi, de profiter des activités de perfectionnement, des lieux d'échange dont disposent déjà les universités pour aborder les particularités de la formation à distance. Ça veut dire aussi il y a une recommandation du Conseil qui s'adresse à l'ensemble des universités à l'effet d'examiner conjointement les enjeux de la propriété intellectuelle. Ce que le Conseil dit dans l'avis, c'est que les enjeux relatifs à la propriété intellectuelle, les spécificités de la propriété intellectuelle en matière de formation à distance, les enjeux sont tellement complexes que plutôt que chaque université se dote de sa propre expertise, que le travail se fasse conjointement pour éclairer les balises institutionnelles qui seront à mettre en place à la suite de cette réflexion-là. Ça veut dire aussi s'assurer que les évaluations de cours et les évaluations de programmes puissent prendre en compte les particularités de la formation à distance. Ce n'est pas le cas partout. On nous l'a dit dans le cadre de nos consultations que dans certains cas, les évaluations étaient plus ou moins significatives compte tenu du mode de formation. Alors, il y a une expertise, là encore, à développer pour prendre en compte les particularités de la formation à distance. Puis aussi, bien sûr, veiller au soutien technologique des étudiants qui s'inscrivent à de tels cours. Et enfin, le Conseil souhaite que les décisions et les actions des milieux soient adéquatement soutenues. Comment? D'abord, par de plus amples recherches. On l'a vu tantôt, même les données relatives aux inscriptions en formation à distance sont incomplètes. Alors, ça commence d'abord par des données, mais aussi par de la recherche et de la diffusion de cette recherche-là.
dans certains établissements, il se fait de la recherche institutionnelle très crédible qui mériterait d'être rendue disponible pour l'ensemble des communautés universitaires. Alors, on peut profiter de ce que les autres établissements peuvent faire. Ça passe aussi, le soutien aux décisions et aux actions, ça passe par l'adoption de principes ou de balises institutionnelles pour, justement, encadrer le déploiement de la formation à distance. Et la dernière, mais non la moindre, recommandation concerne les collaborations. Ce que le Conseil dit, c'est que les universités doivent pouvoir, tout en préservant leur autonomie, elles doivent pouvoir tirer profit davantage de possibilités de collaboration puis de partage. Au plan des infrastructures, au plan des expertises en formation à distance, puis aussi au plan de l'offre de formation. Certaines le font déjà. Ce que le Conseil dit, on souhaiterait qu'elles puissent le faire davantage. Puis dans la vie, on propose en fait, on recommande aux ministres de financer des projets, justement, qui soient dédiés à des projets de collaboration entre établissements, mais aussi parfois entre unités d'enseignement dans une même université. Alors, non seulement des collaborations interuniversités, interétablissements, mais aussi entre unités d'enseignement. Voilà. Alors, je m'arrête ici, puis on pourra en reparler à la lumière de vos questions et de vos commentaires. Merci, Mélanie. Alors, donc, Mélanie a bien expliqué que certaines universités, on pense notamment à l'Université Laval, bien évidemment, sont très avancées en enseignement à distance. Ce n'est pas le cas ici. Nous ne sommes pas un chef de file en enseignement à distance de façon globale. Il n'en demeure pas moins que je pense que ça vaut la peine de recenser un petit peu qu'est-ce qu'on a fait dans l'enseignement à distance jusqu'à présent. Alors, en ce qui concerne en mode synchrone, 2 programmes courts de Michel Rioux, 2 programmes courts de premier cycle de Michel Rioux, qui s'appellent comment, Michel, exactement? Planification et gestion de la maintenance. Planification et gestion de la maintenance et Gestion des établissements. Gestion des établissements. Donc, c'est des programmes, pas de Michel, mais dont Michel est le responsable, qui fonctionnent sur WebEx depuis plusieurs années, en mode synchrone, avec des cours dans un marché très niche. Les évaluations vont bien. C'est un programme qui a du succès. Donc, ça vaut la peine de le souligner. Nous avons GES, nous avons donné GES 801 et GES 802. Donc, ça, c'est des cours de cycle supérieur en mode synchrone dans le passé sur WebEx, mais avec un succès mitigé, c'est-à-dire c'est un petit peu compliqué pour la technologie. Parfois, il y a des ratés technologiques comme nous venons d'avoir. Et aussi, les examens. Ce n'est pas simple non plus à organiser les examens à distance. Il faut réserver des salles à l'extérieur, à Rouen, à Chicoutimi, à Québec, etc. Ce n'est pas simple. Plusieurs cours de cycle supérieur au fil des années ont été donnés avec des salles à distance. On pense notamment à Québec, à Québec et ailleurs, et aussi parfois des étudiants qui se connectent sur Scopia, parce qu'on le faisait de moins en moins dans des salles. Les étudiants se connectent. Et puis, ça aussi, un succès mitigé. Parfois, les professeurs aiment, parfois, les professeurs n'aiment pas d'avoir des étudiants sur place, des étudiants à distance. C'est un succès mitigé. On en fait de moins en moins dans les faits de cette formule-là. Les 2 programmes courts, ça va bien, on continue. Mais les autres expériences, on en fait de moins en moins. On a une longue expérience avec de très hauts volumes dans 2 exceptions. On pense à PRE 010, qui est un cours de préparation d'aller au stage où il y a un module de 15 heures qui est à sa 2e mouture. Et ça a été donné à des milliers d'étudiants, quelques milliers d'étudiants au fil des années. Il y a une activité de 1 crédit. Il y a 2 volets. Il y a un premier volet de 9 heures qui est donné par les enseignements généraux qui se portent sur la santé et sécurité au travail pour préparer les étudiants à aller en stage, pas se blesser, pas blesser quelqu'un d'autre.
Et l'autre volet, c'est la préparation aux entrevues, à le milieu de travail, la préparation de leur portfolio électronique, etc. Et c'est donné par le service de l'enseignement coopératif depuis plusieurs années. Ça, c'est sur Moodle maintenant. Et mais ça fonctionne bien. On a par contre, quand vous avez dit tantôt que parfois l'évaluation pas toujours convenable à l'enseignement à distance, effectivement, nous avons un processus d'évaluation des enseignements très étoffé ici, très bien mis en place, mais c'est un peu l'exception, ça ne couvre pas PRE 010 et effectivement, il faudrait réfléchir si les questions s'y portent bien. L'autre exemple, c'est ATE 800, un module obligatoire qui est également c'est totalement asynchrone, qui est un module obligatoire, tout ce qui est projet, DESS, maîtrise, projet, programme cours au cycle supérieur et qui ça porte sur la fraude et le plagiat. Donc, les étudiants doivent faire ce module-là asynchrone. Même on est en train de serrer la vis là, en ce moment pour que ça soit vraiment fait et réussi dans la première session. On est en train de serrer cette vis-là. Ça a été donné à des milliers d'étudiants également. De plus, nous avons intégré cette formation-là en mode de classe inversée, en quelque sorte, dans nos activités de communication au premier cycle, dans les cours de premier cycle. Donc, ce n'est pas vrai qu'on n'en fait pas. Si on regarde, en mode synchrone, on a eu des succès, d'autres, c'est un peu plus mitigé. En mode asynchrone, on en fait un petit peu, mais quand même, dans deux exemples, avec pas juste 15 étudiants, là, on parle de 1700 par année, puis l'autre, ça doit être aussi tous les étudiants au premier cycle. Tous les étudiants, maintenant, le font ATE 800, sauf maîtrise, recherche et doctorat, parce que c'est vu ailleurs. Tout le reste fait ATE 800 en ligne. Donc, quand même, on a une certaine expérience. Et au décanat des études, nous avons une expertise en formation à distance. L'expertise en formation à distance elle-même, une expertise sur Moodle et même une expertise en multimédia dont nous profitons aujourd'hui. Bon. Alors, je viens d'être sur de l'extérieur. Peut-être ne connaissent pas ça. Je viens d'obtenir mon renouvellement pour un mandat jusqu'en 2019. Donc, en fin août, je pense que c'était même le 31 août, j'ai effectué une présentation dont la diffusion de la présentation elle-même, plutôt le mode de la diffusion de la présentation elle-même a eu des ratés. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. J'ai quand même fait cette présentation et j'ai identifié dans cette présentation-là 5 dossiers prioritaires, notamment j'ai appris beaucoup en participant dans les travaux du Conseil supérieur de l'éducation, de la CERU. Et un des dossiers prioritaires, donc je reprends cette diapositive-là telle quelle, je ne l'ai pas changée, donc je ne fais pas de grande surprise, c'est l'enseignement à distance. Donc, dans les 5 dossiers prioritaires, j'ai identifié, il y en a un qui identifie 5 étant l'enseignement à distance. Bon, premièrement, nous sommes dans l'exercice de la planification stratégique. En ce moment, les travaux sont en cours. J'ai identifié dans cette présentation-là, M. Dumouchel était présent, je lui ai dit par après que clairement, et dans tous mes commentaires, toutes les occasions que nous avons eues pour participer à la planification stratégique, j'ai parlé d'enseignement à distance pour vraiment y ramener. Il y a clairement des initiatives en place, je viens de les mentionner, mais il y a un manque frappant d'une démarche rigoureuse. Nous n'avons pas cette démarche rigoureuse-là et structurée et de politique à cet effet. Mélanie l'a dit, certaines universités se sont dotées de politiques. Après un certain temps, à un moment donné, on se rend compte que ça touche la convention collective, ça touche les tuteurs, ça touche la propriété intellectuelle, ça touche la technologie, ça touche la présence en classe. Par exemple, une des raisons potentielles, peut-être parce que nous sommes d'un ennui total, mais une autre raison potentielle pour peut-être qu'il y a moins de gens aujourd'hui, c'est parce que c'est filmé. Et ça va être accessible sur le web après, donc peut-être les gens ne viennent pas parce qu'ils se disent... donc, ça touche la pédagogie. Donc, c'est un sujet inévitable étant donné l'avancement de la technologie, c'est clair. Nous avons un retard à rattraper. Je ne vais pas faire de grandes annonces aujourd'hui. Nous avons un retard à rattraper, particulièrement ce que je vois des universités américaines, notamment au cycle supérieur. Je rentre d'une réunion en banlieue de New York avec des collègues américains. Certaines universités, je pense à un collègue à Penn State, clairement plus avancé que nous. J'ai des collègues aussi au Colorado, ils font ça depuis fort longtemps.
clairement plus avancés que nous, et certaines universités québécoises, on pense notamment à l'Université Laval, bien évidemment. De nombreuses facettes dont il faudrait tenir compte et de préjugés favorables et défavorables à contrer. J'ai pris ça dans le rapport. Donc, je reviens. Un effet de levier, je pense, par contre, vraiment pour faire un lien avec la journée de l'année passée sur la pédagogie inversée. Il y a vraiment un lien à faire, surtout si on est dans le mode formation hybride. Un lien clair à faire entre formation à distance et pédagogie inversée ou classe inversée. D'ailleurs, c'est qui me l'a dit, qui voulait utiliser ça? Ah oui, c'est Francine, ce matin, qui me disait, on est en train de faire sur le point d'être terminé, des capsules sur les Google Apps et elle voulait utiliser dans ses séances de formation, plutôt que de faire une séance de formation traditionnelle, que les gens visionnent les capsules sur Google Apps et ensuite en classe, c'est des questions, des exercices, des réflexions, des travaux, etc., qui seraient faits en équipe. Clairement, il y a un lien à faire à ce niveau-là. Ce n'est pas dit de façon aussi transparente dans le rapport. Mélanie a fait quand même attention. Il faut présenter le rapport tel qu'il est écrit. Mais un de mes constats personnels du rapport, c'est que c'est vraiment la tendance et c'est vraiment là où il y a des gains à obtenir, c'est au niveau de la formation hybride, c'est-à-dire un mélange de formation en classe inversée et de matériaux asynchrones. Les étudiants sont chez eux, font des quiz, font des visionnements vidéo, font des lectures, font des forums, etc. Et là, je pense que là, il y a des gains vraiment intéressants à obtenir et aussi des gains, non pas de coût, mais des gains d'utilisation de l'espace. Nous sommes en manque chronique d'espace. Continuellement, là, vraiment, on est en train d'optimiser. J'étais en réunion ce matin, on optimise l'horaire, ils essayent, pas mon groupe à moi, mais ils essayent vraiment d'optimiser l'horaire. Nous sommes en manque chronique d'espace. Construire des édifices, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Et en ce moment, nous n'avons pas de formule, par exemple, pour un étudiant, dans l'horaire, vraiment de façon officielle, où un étudiant vient à l'ETS 2 séances sur 3 ou 1 séance sur 3, je ne sais pas trop quoi, ou peu importe, ou des demi-séances et l'autre demi-séance, l'étudiant doit faire des travaux par lui-même. C'est vraiment, qu'est-ce que moi j'ai appris de ce rapport-là? Il y a vraiment des gains intéressants à faire. Mais si on fait ça, ça soulève toutes sortes de questions sur la convention collective, sur la confection des horaires, sur la pédagogie, sur la propriété intellectuelle, toutes sortes d'éléments qui ont été vraiment bien soulignés. Sur le rôle de toutes les autres parties prenantes, tous les autres intervenants, les technopédagogues, les gens qui font le multimédia, les tuteurs, les chargés de laboratoire, les chargés de cours, etc. Ça soulève beaucoup de questions auxquelles il faut réfléchir. Évidemment, c'est un dossier de menée de front. Nous avons Pascal avec nous aujourd'hui. C'est de l'évidence même avec la direction du développement technologique et des services académiques. Ça peut pas, si on parle de formation à distance, ça se faisait jadis dans la poste, là, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici, manifestement. Et nous avons aussi quand même une bonne expertise en Moodle, une infrastructure en ce qui me concerne Moodle qui est solide. Et puis, on l'utilise déjà dans ATA 800. On l'utilise déjà dans PRE 010. Donc, je pense qu'on est capable de capitaliser sur cette expertise-là et cette infrastructure-là. Donc, à traiter dans le cadre du plan stratégique, un pilote notamment à mener dans le cadre des matières à mieux traiter et approfondir. Donc, je pense qu'il faut prendre les dernières remarques que nous avons reçues du BCAPG comme une opportunité. Donc, notamment, une des choses qui manque, c'est ce que je l'ai dit, là, ça prend une politique. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est clair qu'éventuellement, il faut travailler vers une politique sur l'enseignement à distance, une politique qui appuie, dont tout le reste après en découlerait ou serait en support à cette politique-là. Et ça prend, je pense que nous avons une opportunité dans le cadre des matières à mieux traiter et approfondir en réponse à la visite du BCAPG. Je vais montrer une réponse que nous avons donnée au BCAPG. Donc, pour ceux qui ne savez pas, le BCAPG, c'est le Bureau canadien d'agrément des programmes du génie.
Je vais vous montrer la réponse. Quand on a eu la visite du BCAPG, nous avons eu le rapport de visite, pas la lettre d'agrément. Le rapport, je dirais, suite à la visite. On a 2 semaines pour répondre à ce rapport-là, à peu près, là, quelque chose comme ça. Nous avons répondu, mais ce n'est pas la décision officielle. Après, nous avons eu la décision officielle. Nous avons proposé quelque chose dans le rapport de visite. Et Éric Franqueur aussi, dernièrement, a fait une proposition que j'ai eu l'occasion de lire, qui était tout à fait intéressante aussi, qui pourrait s'insérer. C'est vraiment une occasion, je pense, pour travailler là, vraiment sur la formation à distance de façon plus élaborée. Donc, si j'avais un endroit à piloter, ça serait ça. Donc, le BCAPG, dans son rapport de visite, suite à la visite fin janvier 2015, donc on a eu ce rapport-là, peut-être en mars, et ils nous ont critiqué que dans nos curriculums de premier cycle, nous ne couvrons pas suffisamment, et demandez-moi pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas écrit dans le BCAPG, mais je cite la norme 3.4.5.1.c et G, qui dit qu'on doit aborder dans nos curriculums les sciences humaines et sociales et le développement durable. OK? Ne demandez-moi pas exactement ce que ça veut dire, parce que je cite. Mais ils ont trouvé que ce n'était pas suffisamment couvert. Et c'était d'ailleurs la présidente de la visite, c'était un peu son cheval de bataille dès le début. Nous avons donc eu à répondre à ça et on a répondu de la façon suivante. Rendre le cours ING 500, outils de développement durable obligatoire dans nos programmes, incluant le programme de génie de la construction. Il faut bien comprendre qu'on a à peu près 2 semaines pour répondre et c'est pas une réponse officielle. Seulement la commission des études peut déclarer ça de façon officielle. Je dirais que c'était une position de la direction, mais sans qu'elle soit mise en place. Et c'est bien dit dans le rapport, dans notre lettre de réponse, que c'est une première réflexion assujettie éventuellement à une réponse, à une approbation de la commission des études. La contrepartie de ça, ça serait d'ajuster le contenu du cours obligatoire Environnement, technologie et société, qui est un cours obligatoire. Donc, ING 501 est un cours optionnel, de prendre ING 500 et de le rendre obligatoire et d'enlever du contenu, en quelque sorte, Environnement, technologie et société, retirer le contenu à saveur environnementale et utiliser le temps ainsi libéré pour intégrer les notions manquantes touchant, là, c'est des citations, ça, de notre réponse au rapport de visite touchant les sciences humaines et sociales. Bon, etc. Le cours TIN 501, dont M. Franqueur est responsable ici, s'intitulerait ainsi Technologie et société. C'était une façon de faire et avec une note importante, c'est que la direction autoriserait de rajouter, exceptionnellement, étant donné que c'est une exigence du BCAPG, de rajouter 3 crédits, en dépit d'un passé dans le génie mécanique, rajouter 3 crédits dans tous les programmes, à une condition bien évidente, bien explicite, c'est que ça ne prolonge pas la durée des études. La conséquence de ça, c'est que ce cours-là, nécessairement, sera fait en partie ou en totalité durant le stage. D'où l'utilisation de technologies d'enseignement et formation à distance. OK? Bon. Maintenant, nous avons eu les lettres. Donc, je vous dis ça de façon transparente. Ça, c'est exactement ce que nous avons répondu. Et maintenant, après un certain délai, nous avons eu les décisions officielles. Et dans les décisions, nous avons 7 programmes de génie ici, donc il y a 7 décisions. Et le BCAPG ne nous a pas vraiment aidés parce que le BCAPG, premièrement, ça semblait ça semblait important, ça. Et cette mention-là est seulement dans 3 programmes des 7. Donc, le TIN 501, c'est un cours dans notre tronc commun. Donc, les solutions qui traitent 3 programmes sur 7, ça convient plus ou moins bien. D'une part, et d'autre part, le BCAPG ne nous a pas dit dans leur lettre d'agrément si leur décision tenait compte de notre réponse. Fait que là, ils ne nous ont pas dit, voici notre décision en fonction de ce que vous nous avez répondu. Ils nous ont dit, fait que là, on ne sait pas si... bon, depuis
Éric, qui est responsable de TIN 501, a aussi fait une proposition très intéressante. Je l'ai lue. C'est pas prendre cette approche-là, mais plutôt d'enlever le contenu déontologie ou retirer, je dirais, le contenu déontologie de TIN 501, technologie, environnement et société, et donc ça serait et de faire quelque chose comme créer un cours d'un crédit qui serait réalisé en partie ou en totalité à distance durant le premier stage, parce que notamment, ça rejoint aussi une demande des associations étudiantes en génie que la question déontologique soit traitée plus tôt dans le curriculum, notamment avant les stages. Fait que c'est une autre solution qui pourrait être fort intéressante. Alors, c'est qu'est-ce que j'ai à dire sur l'enseignement à distance à l'ETS. Alors, nous sommes 3 à répondre à vos questions, si vous avez... Nous sommes 3. Si vous avez des questions, des interrogations, on est là pour ça. En passant, c'est un plaisir de travailler avec le Conseil supérieur de l'éducation et avec ces 2 dames. Mais c'est un modèle de fonctionnement qui est un peu unique, dans le sens que tous les travaux sont confidentiels jusqu'à la publication du rapport. J'ai signé des choses qu'ils vont me couper le bras si je... Donc, par exemple, je ne peux pas vous dire sur quoi on travaille en ce moment. Vous pouvez dire le thème. Alors, mais c'est quoi le thème? Le titre exact. Le titre exact. La réunion est la semaine prochaine. OK, c'est pas pire. Je sais, Sa défense. c'est moi. Mais, parce qu'à la fin, quand le rapport... Parce qu'il y en avait 2, je ne me souviens plus lequel des 2. C'est pour ça, je ne me souviens plus lequel des 2 était. Ah oui, je me souviens, c'est celui que je préférais. Mais quand le rapport sort, c'est un rapport vraiment bien fait. Mais durant les travaux sont confidentiels. C'est clair dans le rapport que tout le monde fait de l'enseignement à distance en ce moment, tous les établissements. Et le TELUC, même au sein de l'Université du Québec, n'a plus le monopole aucunement à cet effet-là. Qu'est-ce que le rapport dit? Je vais me permettre de donner mon commentaire personnel sur le rapport. C'est qu'avec la notion de géographie qui tombe, on peut se poser des questions. L'exemple que je donne toujours, comptabilité 101, c'est vraiment important qu'il y en ait 23 versions dans tous les établissements, étant donné que quand c'est en présentiel, peut-être que oui, mais quand tu fais tomber la question et là, il faut vraiment penser à ça d'un point de vue payeur de taxes. Là. Nous sommes tous des payeurs de taxes, là, pas en tant qu'employés de l'ETS, que nous, on peut garder, mais en tant que payeur de taxes. Est-ce que c'est logique pour un payeur pour l'utilisation des fonds publics de financer 23 différents cours de comptabilité 101? Est-ce que peut-être 3 ou 4 ou je ne sais pas trop quoi? Parce que c'est clairement dit dans le rapport que les coûts ne sont pas nécessairement moindres. Il faut aussi des coûts d'infrastructure immobilière peut-être, mais les coûts technologiques, tu l'as déjà fait, tu le sais, c'est pas simple, il faut les mettre à jour. Vous êtes en train d'en mettre à jour. Puis ça prend du tutorat, etc. Donc, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Vous faisiez référence à la sortie médiatique là, il y a quelques semaines sur la menace de la téléuniversité. Avant qu'il y ait cette sortie-là, la directrice générale de la téléuniversité a été nommée sous-ministre adjointe à l'enseignement supérieur. Et avant qu'il y ait cette nomination-là, Mme Legault... lorsqu'elle est venue nous rencontrer à la commission pour nous parler de sa vision des choses. Et il était très clair que la téléuniversité, voyant justement l'essor de la formation à distance dans plusieurs universités du Québec, cherchait à se repositionner pour justement favoriser les collaborations avec les autres universités. Alors, la téléuniversité était déjà en mode réflexion et repositionnement à cet égard-là. Elle souhaiterait, c'est ce qu'elle a indiqué aux gens de sa communauté universitaire, qu'elle souhaitait porter ce dossier-là en allant au ministère. De quelle façon ça va être reçu, c'est autre chose. Mais ce que l'on sait par ailleurs, c'est que le ministère est en train d'élaborer, est en train de réfléchir juste à la possibilité d'avoir une stratégie de développement de la formation à distance pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. Alors, peut-être que cette idée-là va être reprise au sein du ministère. Mais c'est vrai, les problèmes que vous soulevez sur la reconnaissance des acquis, ils sont réels. Et
J'ai déjà introduit dans ma présentation là, les cas de figure dans d'autres provinces canadiennes, le cas de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Sans entrer dans le détail des modes d'organisation là-bas, il y a un mode d'organisation puis une culture qui est différente de celle du Québec. L'Ontario vient d'implanter eCampus Ontario. La Colombie-Britannique dispose d'une instance nationale aussi, BC Campus, qui favorise ce type de collaboration-là entre les universités. Alors, sans justement passer à un cours de comptabilité ou d'économie 101 dans l'ensemble des universités, il y a cette structure-là qui permet justement de maximiser les collaborations entre les établissements et la reconnaissance mutuelle des formations. Alors, c'est l'idée qui est derrière les instances qui sont créées ailleurs. Et peut-être que le Québec mériterait de tirer des apprentissages de ces expériences-là pour son avenir. Excuse-moi, Linda, voulais-tu ajouter quelque chose? Ça ressemblait pas mal à ça. Sinon, j'ajouterais peut-être que quand la question de la reconnaissance des acquis a été évoquée avec toutes les mauvaises expériences de cours de la téléuniversité, il est apparu que les problèmes de reconnaissance des acquis existaient, peu importe le mode de formation entre les universités du Québec. C'est pourquoi on n'en a pas fait, on ne l'a pas ciblé comme étant un enjeu très spécifique à la formation en ligne. On s'est aperçu qu'il y avait des problèmes pour d'autres types de cours. C'est sûr que le financement, les modalités de financement, c'est absolument essentiel. C'est un joueur déterminant. En enseignement, on collabore relativement peu. On en fait, là, mais relativement peu avec les autres établissements. En recherche, on collabore à tour de bras. Parce que les organismes subventionnaires, les programmes de subvention, etc., font que le mécanisme de publication aussi fait que, bien, très souvent, c'est des exigences de la collaboration. Et en recherche, on collabore, là, c'est sans arrêt. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le seul élément, mais c'est directement relié au financement. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à nos invités. Merci à vous.